Mais si on va regarder la définition en fait d'une drogue sur Wikipédia par exemple, on voit bien que le psychédélique ne rentre pas à l'intérieur. Je ne vais pas me nourrir moi-même. Et là, j'avais compris que c'était à moi-même de me donner de l'amour. Et je m'en donnais pendant cette séance-là. Et depuis ce jour-là, ça reste comme ça, c'est ouvert. Quand un patient il a une blessure ouverte, quand on lui donne un antidépresseur, c'est comme un pansement. On lui met un pansement dessus. Alors qu'un psychédélique, il va aller lui soigner sa blessure qui est sous ce pansement-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais voyage. En fait, quand c'est dans un cadre sécurisé avec des personnes compétentes, formées, etc., il n'y a pas de mauvais voyage. Donc, il y a une cause, à un moment donné, il y a un résultat. Quand on trouve un sens à sa vie, quand on trouve une compréhension à la douleur qu'on a vécue, etc., je pense que ça peut aider la personne. Et là, tout d'un coup, je me suis rappelé qu'il y avait mes enfants. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille retourner voir mes enfants, en fait. J'avais peur. Je me disais, mais comment je vais retourner voir mes enfants? Et puis, il y a une voix qui me disait, mais tes enfants, c'est toi. Je me suis dit, en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'il n'y a pas deux. Il faut être deux pour être seul. Et en fait, on est tout. Aujourd'hui, si j'avais pas fait ces thérapies avec les psychédéliques, je serais encore sous antidépresseurs, encore avec des crises d'angoisse, encore avec de l'anxiété, et encore en train de voir une personne chaque semaine. Donc pour moi, ça fonctionnait. Depuis quelques années, un mot refait surface dans les laboratoires, les hôpitaux et même les parlements. Psychédélique. Longtemps associé à la contre-culture, aux expériences mystiques ou à la peur du trip sans retour, ces substances réapparaissent aujourd'hui au cœur d'une révolution thérapeutique. Des études sérieuses montrent leur efficacité potentielle dans la dépression résistante, les troubles anxieux, les addictions, le stress post-traumatique. Mais derrière cet engouement se posent de vraies questions. Peut-on soigner avec des substances qui altèrent la conscience ? Doit-on réserver leur usage aux médecins ou l'ouvrir à d'autres formes de thérapie encadrées ? Comment éviter que les grandes firmes pharmaceutiques ne privatisent des molécules naturelles qui appartiennent à l'humanité depuis des millénaires? Et surtout, qu'est-ce qu'un psychédélique ? Au fond, une molécule chimique ou une porte vers une autre façon de percevoir. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, de science, d'éthique, de politique, mais aussi de conscience. Bienvenue, Jonathan Niels Crespo, co-président de l'association Psychédélos. Merci bien. Voilà, alors évidemment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours ? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu deviens co-président ? Co-président, oui, bien sûr. Voilà. De cette association. Oui, alors moi, je suis un ancien patient en fait des thérapies assistées par psychédéliques, d'où je viens. En fait, j'ai eu moi-même accès à ces thérapies. Pourquoi? Parce que j'ai eu des traumas d'enfance, où j'ai eu effectivement une enfance un peu chaotique, enfin chaotique même, je dirais, avec des multi-traumas qui ont fait que j'ai été coupé émotionnellement, corporellement, ce que j'ai pas su en fait jusqu'à à peu près mes 40 ans. Donc voilà un peu mon parcours. À la base, je viens du domaine bancaire, où les 12 dernières années, j'ai travaillé dans la banque, où j'ai fini avec un burn-out, une dépression depuis plus de 12 ans. Et puis, j'ai découvert les thérapies assistées par psychédéliques sur Internet, en fait. Voilà. Ok, et puis comment tu... Alors donc tu vis en Suisse, j'imagine. Oui. Tu es suisse peut-être ? Oui, d'origine. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu as découvert ça ? Comment c'est venu à tes oreilles que les thérapies psychédéliques existaient ? Oui, bah alors c'est venu avec ma psychiatre. J'avais une psychiatre qui faisait de l'EMDR. Et puis, à bout d'un an... On peut juste rappeler ce que c'est EMDR pour ceux qui ne savent pas. Oui, alors le principe est qu'on fait ou avec les yeux ou avec le toucher. On va parler typiquement d'un de ces traumas, enfin de se souvenir d'un de ces traumas, et puis on va remonter à l'intérieur. Puis avec ce système en fait oculaire ou du toucher, permet de refaire sortir cette émotion-là, parce qu'elle est restée bloquée à un moment donné dans un souvenir. Alors le terme exact, j'ai pas pour le MDR en tout cas. J'ai fait ça pendant 1 an, où ça m'a bien aidé. J'ai eu des bons résultats, mais je continuais à avoir des flashbacks du passé avec des réminiscences qui venaient continuellement. Et puis j'étais toujours sous antidépresseurs, anxiolytiques, régulateurs d'humeur, plus des Xanax, donc opioïdes, où j'en prenais jusqu'à 3 mg par jour.
Et puis là, elle m'a dit, écoutez, j'ai une proposition, on peut faire les sismographies dans le canton de Vaud, donc les électrochocs. Et puis ça m'a refroidi tout de suite. J'ai pensé à Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film Mhm. avec Jack Nicholson, et j'ai pris un peu peur. J'ai été le soir sur Internet pour voir justement ce que c'était, et j'ai vu qu'il y avait des reportages, entre autres réalisés à Marseille, où ils le font régulièrement, avec des bons résultats, où il y avait des choses, mais bon, ça avait l'air assez terrible quand même. Et puis, en étant sur Internet, tout d'un coup, je suis tombé sur YouTube, sur une vidéo, ou Facebook, j'arrive plus à savoir, de Federico Seragnoli sur la RTS, qui parlait des thérapies assistées par psychédéliques avec le LSD. Donc je l'ai regardé, et puis j'étais sur Internet, naviguer, puis j'ai vu qu'il y avait des communautés en fait de personnes qui se soignaient avec les psychédéliques dans le monde entier. Donc après ce reportage-là, quelques jours après, j'ai été voir ma psychiatre, hein, je lui ai montré le reportage et j'ai dit, voilà, ils font ça au HUG à Genève, j'aimerais faire ça. Elle m'a dit, ok, on appelle. Elle a appelé immédiatement, directement, on était en séance, et puis on m'a fixé un rendez-vous, j'ai pu rencontrer Federico. Federico, à bout de quelques séances, je crois 2 ou 3 séances, a dit que j'étais effectivement éligible, parce que pour être éligible, il y a une demande qui doit être faite auprès de l'OFSP. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en cabinet privé, en fait, chez un psychiatre, et pas de le faire directement au HUG, ce qui m'a permis d'avoir plus de séances. Voilà. Ok. Et donc, tu as pu le faire en cabinet privé avec quelqu'un qui était formé, agréé pour donner des psychédéliques. Voilà, exactement, qui était habilité par l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, justement, de pouvoir prescrire des psychédéliques aux patients. Mais bien sûr, pour rentrer à l'intérieur, il fallait être considéré comme dépressif de longue durée, donc plus de 2 ans, avoir pris plus de 2 antidépresseurs avec des molécules différentes sans succès pour pouvoir être éligible, en fait, et être résident en Suisse, ce qui était mon cas. Et à partir de ce moment-là, on a fait une demande. Et puis, j'ai eu l'autorisation pour une molécule pendant 1 an. Et puis, j'ai pu commencer mes thérapies avec mon psychiatre. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps Alors là, c'était en 2022, en janvier 2022. Ok. Voilà. Donc assez récent. Oui, assez récent, bien sûr. Ça a duré 2 ans et demi à peu près, pratiquement 3 ans, où j'ai fait au total 22 à 23 séances de thérapie assistée par psychédélique, Ok. avec la MDMA, la psilocybine et le LSD. D'accord. Ok. Et maintenant, suite à cette expérience où tu as Ouais. passé au travers de ces thérapies un peu nouvelles qui Ouais. sont encore au stade du développement, on va dire, et de l'étude, Mhm. comment est-ce que tu en es venu à Psychédélos? Est-ce que tu l'as Ouais. fondé? Est-ce que c'était une organisation qui Mhm. existait déjà? Comment ça s'est passé? Oui. En fait, c'était toujours avec le même psychiatre. On était des patients parce qu'on faisait en groupe, en fait, entre 8 et 10 patients à chaque fois, avec 2 ou 3 thérapeutes et mon psychiatre. On s'est rendu compte assez rapidement que de notre côté, quand on en parlait à l'entourage, à la famille, aux amis, on ne comprenait pas, on ne se sentait pas écouté. Et puis, il y avait en fait un problème aussi, où les personnes pensaient que les psychédéliques, c'était des drogues, qu'il fallait pas faire ça. Il y avait toujours ces retours-là. Puis une fois, en fin de séance, en discutant avec d'autres patients, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une association, quelque chose? Puis on a été recherché sur Internet dans les semaines qui suivaient, individuellement, et on n'a absolument rien trouvé. On a trouvé énormément d'associations de chercheurs, d'associations d'étudiants, mais rien, absolument rien de patients. Puis on s'est dit, OK, il faudrait créer quelque chose. Puis là, on était 8. On s'est dit, OK, on va créer l'association. Alors, ça a pris du temps, plus d'1 an à peu près, parce que forcément, on n'allait pas très bien. Et puis, chacun avait ses activités à côté. À bout d'1 an, on a réussi à créer l'association dans le but, justement, de faire des cercles de parole pour pouvoir échanger. Parce que nous, on avait la chance d'être déjà un groupe de patients, on pouvait se voir à l'extérieur, mais on s'est dit, mais il y a plein de personnes qui le font en individuel, en fait. Ils n'ont pas la possibilité. Puis, il faut leur donner l'accessibilité. Et quelle serait, en quelques mots, la mission principale de Psychédélos maintenant? Alors, la mission principale, c'est de protéger les patients, en fait, de donner la voix aux patients. Voilà, donner la voix aux patients, c'est vraiment
la chose principale, que les patients puissent être acteurs en fait de leur guérison. Mhm, mhm. Donc, comment ça se passe pour que des gens rejoignent, des gens qui passent par ces thérapies psychédéliques, rejoignent cette association? Ils sont mis au courant par quels moyens? En fait, Alors, ils la cherchent eux-mêmes? Vous ouais. faites un peu de... Alors pour l'instant, on fait pas de publicité à proprement dit, mais sur LinkedIn ou alors sur Internet, quand on tape thérapie assistée par psychédélique dans Google, on tombe sur Association Psychodélos, et puis souvent les gens ils passent par ce biais-là. Ils nous envoient un email, ils vous demandent s'ils peuvent venir assister au cercle, typiquement au groupe de parole. Et puis, ils prennent un premier contact. On demande justement à ces personnes de les rencontrer ou de les avoir au moins par téléphone pour vérifier que c'est vraiment dans un cadre de thérapie, Mhm. qu'ils sont dans un processus justement thérapeutique et que c'est pour aller mieux. Et puis, à partir du moment où on a pu voir que ces personnes sont dans ce processus, même s'ils n'ont pas eu forcément encore des séances, ce qui arrive assez régulièrement avec des personnes typiquement au HUG, parce qu'il y a des délais d'attente très longs, on leur permet justement de venir assister à ces groupes, et comme ça les prépare un petit peu à voir ce qu'ils vont vivre en fait, et quels sont les processus, voir les retours aussi des autres patients. On a pas mal d'anciens patients aussi qui continuent de venir à ces cercles parce que ça permet vraiment déjà de se rencontrer, de se sentir écouté et puis compris. Et puis ça fait effet miroir aussi. Quand des personnes racontent ce qu'ils ont vécu, leur voyage ou alors ce qui se passe dans leur vie, tout d'un coup, ça peut faire écho avec nous. Tout d'un coup, on peut se dire, ah mais ok, je comprends mieux ce que j'ai vécu, je comprends mieux mon voyage, je comprends mieux que je suis dans le même processus que cette personne-là, où elle ne sait plus exactement si elle va continuer avec son conjoint ou sa conjointe, typiquement. C'est des remises en question qui se font très fortes aussi avec ces thérapies. Est-ce que quelqu'un qui irait par exemple au Pérou, à Takiwazi, pourrait être accepté dans votre cercle parce il a suivi une thérapie au Pérou, ou il faut que ce soit dans le cadre médical suisse pour être accepté dans votre association? Non, alors, il y a deux types de membres. Il y a les membres actifs, hein. Donc, les membres actifs, c'est des personnes qui peuvent prendre part justement au cercle de parole, mais les membres de soutien peuvent aussi prendre part en fait au cercle de parole. La seule chose qu'on demande et qu'on vérifie avec la personne, c'est si c'est vraiment dans un cadre thérapeutique pour aller mieux, en fait, hein. Et on n'a pas envie que ça soit en fait des personnes qui viennent juste pour raconter qu'ils ont pris de l'ayahuasca et puis il n'y a rien derrière, en fait. On veut vraiment, on invite les personnes à dire, OK, c'est un cadre thérapeutique. Aujourd'hui, c'est pour me soigner des traumas et autres. On n'a pas d'obligation d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu exactement, mais on veut juste voir qu'il y ait un suivi en fait de ces personnes-là. Alors, on a des gens qui l'ont fait légalement avec l'OFSP et qui aujourd'hui le font en underground. Et il n'y a aucun souci, ils peuvent venir participer au groupe. Euh, Comment est-ce que, justement, vous avez fait créer cette association dans le but de pouvoir vous soutenir mutuellement, mais aussi d'expliquer, tu as parlé de ce regard un petit peu dubitatif parfois de l'entourage qui dit mais vous prenez des drogues et tout ça. Comment est-ce que vous communiquez autour de ça? Qu'est-ce que c'est des psychédéliques? Est-ce que c'est des drogues? Oui. Alors, comment on le fait? Grâce aux médias, justement, parce que les médias aujourd'hui sont très intéressés par les thérapies assistées par psychédéliques. On en parle de plus en plus. Il y a des reportages sur Netflix, on en voit à la télé, sur YouTube. Donc, souvent, on prend contact avec nous et puis à ce moment-là, on renvoie l'information aux membres hein, s'ils veulent participer. Alors, c'est très dur, malheureusement, parce que forcément, ça lève des tabous. Les psychédéliques, c'est des drogues. Mais si on va regarder la définition en fait, d'une drogue, sur Wikipédia, par exemple, on voit bien que le psychédélique ne rentre pas à l'intérieur. Et une drogue, par contre, rentre à l'intérieur, comme l'alcool ou le tabac, la nicotine, est une drogue. Un psychédélique n'a pas d'addiction proprement dit, pour la psilocybine et le LSD, en tout cas. Maintenant, c'est par ces biais-là, c'est par les médias, en en parlant le plus possible et dire, OK, aujourd'hui, pour moi, ça a fonctionné. Ça fonctionne pas forcément pour tout le monde. Après, il y a des très bons résultats. Il y a des recherches qui sont faites dans le monde entier avec des résultats plutôt formidables. C'est aujourd'hui, on parle avec des psychiatres et autres où ils le disent clairement. Aujourd'hui, ils soignent leurs patients. Les patients ont des résultats
qui n'arrivaient pas à le faire en thérapie classique. Donc, même eux le disent. Maintenant, il y a encore des a priori. Euh, Vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas les psychédéliques, on a tendance à dire qu'ils provoquent des hallucinations. Est-ce que tu peux parler de ce qu'on entend par hallucination, et puis est-ce que c'est un mot qui résonne pour toi dans ton expérience? Oui, oui. Alors, oui, on peut avoir des hallucinations, mais on peut aussi avoir des parties que notre cerveau avait mis de côté, en fait, des traumas. Typiquement, moi, j'ai pu revivre des traumas grâce à la psilocybine, où j'avais complètement effacé de ma mémoire. J'en avais même pas conscience. Et puis, donc là, c'était pas une hallucination parce que c'était passé. Comment on a su que c'était passé? J'ai pu en parler avec mon psychiatre pendant la séance et puis on a été décrire les choses qui s'étaient passées. C'était entre autres un abus de ma mère sur moi. Et il y avait tellement d'endroits, de moments, de scènes et autres que tout était réel. Donc là, c'était pas une hallucination, c'était juste une ouverture dans mon cerveau grâce au psychédélique. Et puis là, j'ai pu mettre des mots, j'ai pu comprendre énormément de choses qui m'étaient arrivées pendant ma jeunesse grâce à cette thérapie. Mhm. Donc oui, il y a des hallucinations, bien sûr. Je me suis senti dans le tout, dans du magma, comme une genre comme dans les lampes de lave, typiquement, de faire partie du tout, d'être le tout, que les personnes étaient moi, moi j'étais eux, d'avoir cette dissolution totale de l'ego, en fait. Et puis, des visuels incroyables. Mais il y a des gens où c'est absolument pas visuel, c'est uniquement corporel. Et ce qui est fou dans le corporel aussi, c'est qu'il y a des gens où j'ai pu assister pendant ces séances, où moi-même j'étais un patient, où des gens avaient des douleurs. Et ces endroits où il y avait des douleurs, ça venait de traumas, en fait. C'était des émotions qui étaient encore bloquées dans le corps et qui pouvaient s'exprimer, sortir, pouvoir être intégrées, en fait. Comment est-ce qu'on sait qu'un trauma revécu de cette manière-là n'est pas une construction? Ça, c'est pas. Ça, c'est avec l'aide justement d'un suivi thérapeutique avec un psychiatre où on peut aller voir si c'est une hallucination qui a été faite complète par le psychédélique ou alors si c'est un vécu. Euh, pour moi, je peux parler que moi, pour moi personnellement, c'était tellement clair et il y avait tellement de moments différents que ça pouvait pas être faux. Et ça correspondait à une période très précise où j'étais jeune, j'avais à peu près entre 3 et 4 ans. Et puis, il y avait des lieux et tout était clair. Et puis, le psychiatre a fait que confirmer, en fait, ces informations que j'avais mis complètement de côté. Maintenant, c'est au travail thérapeutique, c'est à l'intégration en fait avec son psychiatre où il va pouvoir le patient établir ce qui est vrai, ce qui est faux, euh, qu'est-ce qu'il accepte aussi de ce voyage. Mhm. Est-ce qu'il y a un mythe ou une croyance autour, généralisée dans le public, autour des psychédéliques, que tu aimerais voir disparaître dans la communication que vous essayez de faire Mhm. autour des psychédéliques? En fait, que c'est pas une drogue en fait, que c'est une drogue. Tout le monde dit souvent c'est une drogue. On va devenir fou, on peut devenir fou, on peut devenir rester perché. Souvent j'entends ça. On peut rester perché. Les cas en fait, j'ai demandé, j'ai pu parler avec pas mal de personnes. Dans le domaine des psychédéliques et on n'a pas réussi à me donner un élément en fait où il y a une personne après un voyage avec un cadre, donc un setting, une intégration avec un psychiatre et un suivi thérapeutique où la personne n'était pas revenue. Souvent on dit mais tu risques de pas revenir, mais c'est le patient lui-même pendant certains voyages, quand les voyages sont difficiles, sont durs, qui peut ressentir cette chose-là, mais les personnes reviennent toujours, en tout cas toutes les personnes avec qui j'ai été, moi, sont toujours revenues. Mhm, mhm. Ouais, on Donc ça, parle. j'aimerais bien effectivement que les gens se rendent compte que ça a été des diabolisés en fait, les psychédéliques, rien qu'avec ce fameux livre L'herbe bleue, où la personne se suicide ou devient folle, si je ne me trompe pas dans le livre. C'était un montage total qui a été fait par une personne
qui était responsable de la jeunesse mormone et qui avait voulu tout simplement faire peur aux jeunes, que le LSD allait les rendre fous. Et puis ça s'est démocratisé, tout le monde en parle. Et puis bien sûr, il y a eu des cas d'accident, mais si la personne elle n'était pas dans un cadre thérapeutique, elle a pris ça chez elle. euh, Peut-être elle a angoissé, elle savait plus où elle était. Et il y a eu un accident et c'est pas la substance en elle-même qui a tué cette personne. Ouais, c'est la fameuse notion du set and setting. Ouais. C'est comment on prend et dans quel Cadre, environnement on ouais, prend, hein. exactement, ouais. Ouais, et ça peut changer. Ça change de toute façon énormément la façon de le prendre. C'est clair que si on est dans une rave party Absolument. dans la forêt en hiver et puis qu'on se retrouve tout seul dans la forêt, on risque de faire un mauvais trip en plus avec le froid et puis l'alcool. On peut imaginer plein de situations où ça peut devenir cauchemardesque. Ouais. Et donc, si le setting, le fait de mettre en place un univers, un environnement réconfortant, calme et tout ça, ça permet de canaliser un petit peu les réactions vives et parfois négatives qu'il peut y avoir dans un trip, hein, Oui. mais en tout cas d'en faire quelque chose et de Ouais. ne pas abandonner la personne dans cet état, c'est ça. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est totalement ça. Il y a le set, c'est l'état d'esprit effectivement du patient, de la personne qui va prendre des psychédéliques. C'est une préparation qui est faite avec son psychiatre ou son thérapeute sur ce qu'il veut travailler exactement, même si le jour même ça change. Mais en tout cas, il y a une préparation, il y a des lectures qui sont données souvent aux patients pour qu'ils puissent ou voir des reportages tout simplement pour se préparer un petit peu. Et puis le setting, bah, effectivement, c'est le cocooning, essayer de faire un espace euh, calme, un espace où il n'y a pas du bruit, où la personne se sent à l'aise, avec des personnes qu'il connaît, avec des thérapeutes, son psychiatre. Et puis, ça permet effectivement de préparer la personne à faire son voyage le mieux possible. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence au travers de ta thérapie où tu as pu avoir accès donc à MDMA, psilocybine, LSD, dans la manière de percevoir sa psyché, de visiter son intérieur entre ces différents psychédéliques? Pour moi-même, oui. Oui. Alors chaque psychédélique m'a apporté différentes choses. Alors pourquoi on a commencé alors avec mon psychiatre, on a commencé par la MDMA, qui est pas un psychédélique en fait, la MDMA, mais il faut comprendre que 10% des personnes qui prennent la MDMA, c'est visuel. Pour moi, c'était visuel justement. Donc c'était comme un psychédélique classique, on va dire, psilocybine ou LSD, sauf que c'est plus visuel, images, vidéo, film ou récit, où on revisite en fait son trauma. Donc la MDMA, pour moi, elle m'a énormément apporté. Pourquoi? Parce que j'ai pu aller revisiter mon enfant intérieur, j'ai pu lui parler, dialoguer avec, j'ai pu recevoir de l'amour de lui-même, en fait, de moi-même, ce qui a été très fort. Et j'avais besoin de ça, en tout cas, au départ. Et puis, très rapidement, la MDMA, à bout de 3 séances, j'ai pu arrêter complètement mes antidépresseurs, mes anxiolytiques. J'ai plus eu de crise d'angoisse aussi. Mais après, il y avait d'autres choses à travailler. Donc, après cette première année où j'ai pris la MDMA, on a fait une nouvelle demande d'autorisation à l'OFSP, mais pour la psilocybine. Alors, la psilocybine, c'était quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup pour moi en tout cas, ça a été beaucoup plus dur, plus franc. J'ai compris ce que c'était un psychédélique à cause des fractales, le fait qu'il y avait comme une dissolution, cette dissolution de l'ego. En tout cas, moi, j'avais l'impression de mourir, hein, de disparaître complètement, où c'était quelque chose de beaucoup plus fort que la MDMA, mais elle a pu me permettre de travailler énormément de choses. Typiquement, après ces séances-là, il y avait justement, comment dire, l'intégration avec mon psychiatre, qui était très importante justement pour revenir un peu, comment dire, dans quelque chose de plus concret, de qu'est-ce que j'allais faire de ce voyage-là dans la vie de tous les jours. M'a permis, grâce à la psilocybine typiquement, où peut-être j'étais dans quelque chose où un dialogue avec mes enfants, où j'étais peut-être dur avec mes enfants, où j'arrivais à me voir pendant que je parlais à mes enfants un peu de côté en fait, et de voir que j'agissais en même temps que j'agissais incorrectement, que je devais pas être aussi dur avec eux.
Et ça a été la psilocybine qui m'a apporté, en fait, énormément, la possibilité de se voir agir, en fait. D'être un peu sur le côté, de voir le verre plutôt plein que vide. Et ces inversions-là, ça a été avec la psilocybine. Le LSD, ça a été la dernière année. En fait, j'ai fait que 2 séances de LSD. Ça a été beaucoup encore plus dur pour moi que la psilocybine. Ça a été un voyage. Le premier voyage a été un voyage très corporel où j'ai eu des douleurs dans le corps, où on m'a dit d'aller revisiter en fait cette douleur pendant le voyage. Et puis en revisitant cette douleur, bah, j'étais douleur corporellement complètement. J'ai eu très peur de devenir fou. Ça s'est un peu mal passé, en tout cas pour moi. Mais vu qu'on m'a aidé pendant cette séance-là, j'ai senti que j'étais pas seul, que j'étais accompagné. Ça m'a sécurisé. On m'a mis de côté. On a pris soin de moi. Et puis ce que j'en ai tiré, on dit des bad trips, comme on dit, hein, ou challenging trips. Et j'ai pu comprendre, en fait, dans les 2 jours qui ont suivi, je me suis réveillé 2 jours après, où je sentais mon corps comme si je l'habitais à nouveau. En fait, j'avais réintégré mon corps. Et j'ai compris que à ce moment-là que j'étais dissocié de mon corps. J'avais une dissociation émotionnelle. Ça, je le savais intellectuellement et je l'avais compris et j'avais pu réintégrer ces émotions-là grâce à la MDMA. Et puis là, je comprenais que j'étais dissocié de mon corps. Le 2e jour après avoir pris le LSD, en fait, j'ai réintégré mon corps et je sentais mon corps comme si j'avais 15 ans. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de mon corps, que je fasse attention, etc., grâce au LSD. La 2e séance était très visuelle, par contre, hein, très agréable. J'ai pu vivre des choses incroyables, parler aux Indiens d'Amérique du Nord. J'ai pu être dans l'océan comme une baleine. J'ai pu comprendre en dialoguant avec un thérapeute en fin de journée, en extérieur, parce qu'on avait accès en extérieur en 2e partie de journée. J'ai pu dialoguer avec un thérapeute qui m'a posé la question, non, où est-ce que j'en étais? Et puis je lui ai tout simplement dit le début de mon voyage, de la journée, avec ces Indiens d'Amérique. À un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi c'est égoïste de s'aimer? Et puis il m'a dit, mais qui c'est qui t'a dit ça? Et là, sous cette substance-là, en fait, je regardais le ciel, j'ai vu un nuage avec une porte qui s'est ouverte, et comme une compréhension qu'en fait, ça c'était pas égoïste de s'aimer, se donner de l'amour. Sauf que je l'avais jamais compris. Puis j'avais fait 40 ans où j'avais besoin de l'amour des autres, et j'arrivais pas à me nourrir moi-même. Et là, j'avais compris que c'était à moi-même de me donner de l'amour, et je m'en donnais pendant cette séance-là. Et depuis ce jour-là, ça reste comme ça, c'est ouvert. Et je sais très bien que en me donnant de l'amour à moi-même, je peux en distribuer encore plus aux autres. Et puis c'est infini en fait, un cercle vertueux. C'est Voilà. magnifique comme témoignage. Merci beaucoup Mais de rien. de pouvoir exprimer tout ça. Est-ce que dans l'ordre dans lequel ça a été donné, MDMA, psilocybine, LSD, est-ce qu'il y avait une réelle intention de la part des thérapeutes et un savoir des différents types de réactions que ça pouvait enclencher, que ça a été donné dans un ordre pensé? Oui, en tout cas, pour mon psychiatre, c'était le cas. Même avant la MDMA, j'ai eu la kétamine, en fait. Parce que j'ai jamais pris de drogue, parce que mes parents se droguaient. Ma mère est morte d'une overdose quand j'avais 13 ans. Et j'ai jamais pris de drogue. Bon, je buvais de l'alcool, pas mal d'alcool, même beaucoup d'alcool. J'étais pas alcoolique, mais disons que j'en buvais pas mal quand il y avait des soirées, entre autres à la banque. Et puis, on m'a dit, bon, vu que tu n'as pas pris de drogue dans ta vie, même si l'alcool est une drogue, on va commencer, je te propose à prendre la kétamine. Puis on a pris de la kétamine où j'ai pas eu d'effet. En fait, ça m'a rien fait parce que j'étais tellement bloqué en fait et coupé de mon corps, de mes émotions que ça n'a pas fonctionné. Et j'étais pas bien ce jour-là parce que les autres personnes racontaient leur voyage et moi j'étais resté sur place dans la salle pendant 1h30, 2 heures à m'ennuyer en fait. Et il m'a expliqué que justement il allait aller un peu crescendo. Crescendo dans le sens la kétamine, la MDMA justement pour m'ouvrir le cœur parce que
j'avais besoin de ça, en fait, de pouvoir m'aimer, pouvoir donner de l'amour autour de moi, pouvoir aller en introspection positivement. Et puis la psilocybine pour refaire ces connexions dans son cerveau, en fait. Et puis le LSD aussi. Sauf que le LSD, ça dure beaucoup plus longtemps. On est plus entre 6 et 8 heures avec la psilocybine. Là, on est à 12 heures avec le LSD, ce qui prend beaucoup plus de temps aussi d'organisation pour le psychiatre, etc. Mhm. 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 Donc, il y a vraiment des effets différents. Et puis là, on voit l'importance de l'accompagnement dans ton récit, quoi. C'est incroyable. Un petit peu pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus technique et puis en rapport avec ton association, j'ai vu qu'il y avait 3 projets qui apparaissaient en onglet sur... Est-ce que tu peux peut-être en parler? Oui. Il y a Ombudsman Oui. et ainsi que Autonomind et Psyche. Oui. Je ne sais pas si tu peux en parler et pourquoi il y a ces projets-là. Oui, alors Ombudsman, en fait, ça a été créé, c'est avec la SSMP, en fait, la Société suisse de médecine psychédélique, où on travaille typiquement s'il y a des patients ou des personnes qui ont eu un problème avec leur thérapeute ou leur psychiatre, en fait, ils peuvent nous contacter. Et à ce moment-là, on va les recevoir. Ça ne sera pas directement moi, ça sera Laura Tokmakov qui va les recevoir, d'abord en individuel et après avec la SSMP, dans le but justement de prévenir les risques, tout simplement. Alors, pourquoi on a mis ça en place? Parce qu'on s'est dit, OK, si demain, en fait, il arrive un problème avec les psychédéliques et un thérapeute et un psychiatre, on va médiatiquement tout de suite mettre le doigt sur, c'est le LSD, en fait, qui a fait abuser d'un patient. Ce qui n'est pas le cas, il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est le thérapeute qui a abusé de son patient sous LSD. C'est arrivé déjà à l'étranger, aux États-Unis. Entre autres, on a entendu dernièrement quelque chose qui était arrivé aussi en France. Donc on s'est dit, il faut mettre quelque chose en marche, cet ombudsman, justement, pour que les patients puissent parler s'il arrive quoi que ce soit. Et pour dissuader aussi les personnes qui pourraient abuser des personnes qui sont complètement... merci. Alors merci, exactement. Donc là, on a créé cet ombudsman. On a déjà eu... 4 demandes qui sont arrivées chez nous et qui ont été suivies. Donc, il y avait effectivement une demande. On a le projet Psyché. Et juste un truc pour Ombudsman, c'est un acronyme, pourquoi L'Ombudsman, ça existe dans les banques, dans les assurances. C'est typiquement quand on a un désaccord avec son thérapeute ou son psychiatre ou alors sa propre banque ou sa propre assurance, où en fait, nous, on est là pour faire le tampon, pour prendre les informations, pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement de l'autre côté, faire un premier dialogue et puis aider la personne qui sent lésée, en fait. Donc, s'il a besoin d'aller plus loin, on pourra aller voir un psychiatre hors typiquement du canton, hein, parce qu'il peut avoir un problème justement parce qu'ils se connaissent entre eux. On peut l'aider aussi tout simplement à aller déposer plainte, d'être suivi par un thérapeute compétent pour l'aider dans ces traumas qu'il aurait pu subir, par exemple. Ok, je ne connaissais pas du tout le terme ombudsman. Ça vient de quoi d'ailleurs? C'est allemand, sûrement, mais, okay. Mais je ne sais pas exactement. Mais... Oui, et donc, alors, les 2 autres projets? Oui, alors, Psyché, c'est une recherche qu'on fait avec l'Université de Lausanne. C'est une recherche communautaire. Donc, c'est l'association avec l'Université de Lausanne. Là, actuellement, on est en train de faire une recherche sur le setting et intégration, mais vu depuis les patients, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus, et pour donner la parole justement aux patients, dire, OK, aujourd'hui, vous êtes soigné de cette manière-là, vous êtes fait soigner de cette manière-là, est-ce que vous auriez voulu des choses différentes? Et on leur donne la parole. Et aussi à des thérapeutes, enfin des psychiatres et des thérapeutes, de voir eux comment ils soignent leurs patients, qu'est-ce qu'ils auraient voulu, quelles sont les difficultés aussi, et puis de sortir un papier. Normalement, août 2026, on devra sortir un papier qui sera publié dans le but de donner des préconisations sur l'application des thérapies assistées par psychédéliques, mais du point de vue des patients. Ok. Et Autonomind? Oui, Autonomind, c'est une recherche qui est faite avec Transscience, qui est Corinne Sambrin,
sur la TCAI, donc la transe cognitive auto-induite, où le but de cette recherche, c'est de dire, OK, après ces thérapies assistées par psychédéliques, une fois qu'on a plus d'autorisation avec l'OFSP, pour éviter les risques, typiquement que la personne reprenne des psychédéliques chez soi seule, sans suivi thérapeutique, peut-être qu'elle pourrait être formée par la TCAI et pouvoir re-rentrer dans des états modifiés de conscience. Et le but, c'est de voir, donc il y a deux groupes, hein. Il y a un groupe de 5 qui a été formé avec la TCAI pendant 1 an, et puis un autre groupe témoin. Et puis dans 1 an, le groupe témoin sera formé aussi pour la TCAI. Le but, c'est de voir comment ils peuvent l'utiliser tous les jours, ces patients-là, pour leur thérapie. Parce que, comme on dit souvent, on a pu soigner énormément de traumas ou de choses, en tout cas pour moi, mais à un moment donné, ça s'arrête. On dit, OK, bah, moi ça va bien, j'arrête, on annule l'autorisation de l'OFSP. On pourrait être tenté de reprendre des psychédéliques par soi-même. Et puis là, c'est dire, OK, bah, j'ai une formation, je peux rentrer en transe et puis aller revisiter des choses moi-même. Et c'est pour baisser justement les risques. Mhm. Voilà, ça c'est Autonomind. Est-ce que tu as été formé? Oui, j'ai été formé, oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne alors? Alors, c'est assez fou parce que, en fait, depuis que j'ai commencé ces séances de MDMA, d'abord, les premières séances, très rapidement, moi j'ai appelé ça de la méditation. Les jours qui suivaient, je méditais où je parlais à mon enfant intérieur, je parlais à mon corps, je parlais à mon cœur. Et puis une fois, j'ai parlé à un patient qui avait fait énormément de méditation dans sa vie. Il m'a dit, mais non, ça, c'est pas de la méditation. La méditation, en principe, tu vois tes émotions passer ou des choses, mais tu vas pas interagir avec elles directement. Et puis quand j'ai fait la formation de TCAI, donc en mai 2025, on a fait la transe. Donc il y a une bande son qui est là pour aider la personne à rentrer en transe. Et puis bah, j'ai commencé à dialoguer avec mon enfant intérieur, comme d'habitude. Et puis j'ai parlé à Corinne Sambrin, puis elle m'a dit, mais non, mais tu médites pas, tu fais de la transe. Et en fait, j'avais déjà ouvert ces canaux dans ma tête de discussions que je peux avoir, où en fait, le résultat de ce qui m'est dit par cet enfant n'est pas décidé. Et à partir de ce moment-là, on sait que c'est de la transe. Ce n'est pas nous qui décidons. Donc, c'était assez incroyable. C'est incroyable encore aujourd'hui. Mon enfant intérieur, je lui parle plus depuis peu de temps parce que je l'ai intégré en moi. Et ce qui était très bizarre, ça faisait plus de 2 ans et demi que je lui parlais. Et puis j'ai compris que j'avais besoin de l'intégrer en moi par rapport à l'abandon, enfin tout un travail là-dessus. Voilà. Comment est-ce qu'on sait qu'on ne dirige pas le dialogue avec l'enfant intérieur? En fait, comment on sait avec cette TCAI, c'est que il y a une intention, bien sûr, de départ. On peut transer typiquement avec le Rhône. Hein. On peut demander au Rhône s'il est d'accord de transer avec nous. On peut fermer les yeux, on peut garder les yeux ouverts, ça dépend des personnes. Et puis, le résultat qui va être donné, en fait, c'est pas nous qui l'avons choisi. À partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est une transe. Ça veut dire qu'on va commencer le dialogue avec, et ce qui va ressortir, ça sera pas nous qui l'avons décidé. Donc, si à la fin de cette transe de 5 minutes, 2 minutes, et ce dialogue qui a été fait, c'est se dire, OK, est-ce que c'est moi qui voulais cette réponse qui m'a été donnée sur moi-même, en fait? Parce qu'on transe avec une autre personne que soi-même, en fait, c'est toujours par rapport à soi. Donc, qu'est-ce que le Rhône va pouvoir m'apprendre sur moi-même? Et si ce qu'elle vous apporte, en fait, vous n'aviez pas conscience, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est une forme de transe. Ok. Le Rhône, je ne sais pas combien. Le Rhône, oui. C'était un exemple, parce que moi, ça m'est arrivé de transer avec le Rhône. Donc le fleuve? Le fleuve, oui. Ok. Alors, j'ai eu quand même de la peine à raccrocher le wagon, là. D'accord. Donc, une conversation avec un fleuve. C'est de ça. D'accord. Oui. Ça veut dire que, typiquement, quand j'avais transé avec le Rhône, j'étais au bord du Rhône et pas de l'arbre. Et j'étais assis vers un arbre. Et puis, j'ai commencé à dialoguer, en fait. Et là, il a apparu, j'avais les yeux fermés, comme un humain, mais de l'eau. Et puis, il y a eu un dialogue qui s'est fait, en fait, où je lui posais des questions. Et il m'apportait des informations sur moi-même. Et ce qui touchait, c'était des choses, effectivement, que j'avais besoin de régler ou de comprendre mieux. Donc, c'était très juste.
Et pareil, quand j'ai pu transer auparavant avec mon enfant intérieur, ce qui ressortait, en fait, était très clair pour moi. Ça veut dire qu'il y avait un dialogue avec mon enfant intérieur. Il avait une voix d'enfant, mais des réponses d'adulte. Donc c'était assez impressionnant. Et ces réponses qui étaient données étaient totalement justes. Je ne les remettais pas en cause, en fait. C'était moi-même. J'ai eu des séances comme ça où, en fait, sous psilocybine, là, j'ai pu parler à Gaïa. Enfin, Gaïa me parlait dans mon archétype, justement. J'avais Gaïa qui me parlait, qui dialoguait et qui me disait, mais regarde, en fait, regarde comme tu es beau à l'intérieur de toi. Et en fait, c'était tellement agréable et je rentrais en moi, en fait. Et puis, je rentrais et je me voyais à l'intérieur de moi, et puis après à l'extérieur, et elle disait la même chose, regarde comme t'es beau aussi à l'extérieur. Et en tout cas, euh, ça m'a fait du bien. Donc, que ça soit vrai ou faux, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt l'impact que ça peut avoir. Et puis, c'est des choses simples. Elle me disait juste, mais regarde à l'intérieur de toi. Et puis, je regardais, puis elle me disait, mais regarde comme t'es beau. Et je me disais, oui, mais en fait, je suis beau, etc. Et je me donnais de l'amour de cette manière-là. Puis je pense que c'est des choses simples aussi. C'est ce qui peut ressortir. Comment est-ce que tu imagines l'intégration des psychédéliques dans notre société occidentale? Est-ce qu'il y a 1000 débats là-dessus? Il faut réserver ça aux médecins? Il faut non ouvrir les psychédéliques à d'autres types de thérapies non médicales? Et il y a toute la question des brevets, de la pharmacie derrière qui vient se poser aussi en calque par-dessus. Est-ce que toi-même, personnellement, ou au niveau de l'association, vous avez une politique là-dessus? Bon, alors, au sein de l'association, il y a une fondation qui est née. En fait, en discussion avec des membres, à un moment donné, on s'est dit, mais comment on pourrait faciliter l'accès aux thérapies assistées par psychédéliques? Parce qu'on a vu que ça coinçait à un moment donné, parce que, les psychiatres n'étaient pas formés, n'avaient pas les connaissances, ou les futurs psychiatres ne sont pas formés tout simplement dans les universités. Ou alors les formations sont très courtes, de demi-journée à un jour, avec des vidéos, et pas grand-chose. Et même la littérature a été complètement enlevée, on va dire, sur les thérapies assistées par psychédéliques. Et là, avec Laura Tokmakov, on a co-créé en fait une fondation, Conscience et Santé Mentale, qui a pour but justement de former des sitters. Donc les sitters, c'est les accompagnateurs, les personnes qui sont là pendant les voyages avec un psychiatre, qui est toujours présent. Parce qu'ils sont essentiels dans l'intégration justement, ou dans le setting et tout ce qui se passe pendant le voyage. Et souvent, on a vu les difficultés chez les psychiatres, c'est pourquoi ils ne le faisaient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure. Ils ont un cabinet, un petit bureau, ça veut dire qu'ils doivent le faire en individuel, ou au pire avec 2 patients. Et les coûts sont énormes. Ce n'est pas remboursé par les assurances maladie. Ça veut dire que la facturation, c'est 6 heures. Les premières 75 minutes sont remboursées par l'assurance maladie et le reste, c'est payé par le patient. La médecine, donc les psychédéliques, sont payés aussi par le patient. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. On s'est dit, OK, il faut pour offrir l'accessibilité, il faut justement leur proposer un centre où il y aurait de la formation, typiquement, de futurs sitters qui pourraient accompagner les psychiatres, qui pourraient accueillir les psychiatres avec les patients, justement, où ils pourraient se dire, OK, voilà, tel jour, je peux aller avec 6 de mes patients pour faire une thérapie assistée par des psychédéliques avec des sitters formés, justement. Et puis, de la recherche. Donc, typiquement, continuer la recherche pour prouver qu'il y a des résultats positifs ou si on fait il y a un setting de telle manière, etc., etc. Donc là, ça a été créé, ça a été fait, et c'est quelque chose complètement séparé de l'association qui a commencé fin août de cette année. Donc, on a travaillé là-dessus, de se dire, OK, comment on peut offrir de l'accessibilité? C'est déjà former plus de psychiatres, plus de personnes. Parce que quand on dialogue avec eux, il y a le manque de formation, ils n'osent pas se lancer, ils n'ont pas l'infrastructure, administrativement, c'est très lourd. Ils doivent remplir des dossiers pour le FSP, etc. Donc là, on s'est dit, OK, il faut faire quelque chose. Et l'accessibilité, c'est baisser les coûts. Baisser les coûts pour que les personnes qui en ont besoin
et souvent le plus besoin, puissent se l'offrir en fait. Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, il y a des cliniques qui ouvrent, qui pullulent, qui sont à des prix extrêmes. Il y en a une en Suisse d'ailleurs, je ne sais plus le nom, mais elle se trouve sur Internet à Zurich, à 100 000 dollars, c'est marqué en dollars, sur le lac de Zurich pour 5 jours, 120 000 dollars pour 7 jours, pour faire une thérapie assistée par psychédélique. Donc, Waouh. on se dit, OK, une personne en Suisse, résidente en Suisse, il faut rentrer dans un protocole très dur pour avoir une autorisation. Et il y a des personnes qui arrivent à se payer, en fait, légalement, à la vue de tout le monde, on va dire, à 100 000 dollars 5 jours et 120 pour 7 jours, un psychiatre qui va lui donner une thérapie assistée par psychédélique et qui restera les 5 jours. C'était marqué, c'était très drôle, qui dormait dans la chambre d'à côté pour répondre aux questions du patient pendant toute la semaine. Donc, j'étais là, mais c'est pas normal. En fait, les plus riches peuvent se l'offrir, et puis les personnes qui n'ont pas les moyens n'ont pas accès. Donc, accessibilité. Donc, ça, c'est sûr que l'association et moi-même, on veut que ça soit accessible au plus de personnes possible. Après, pour parler de tout ce qui est pharma, dernièrement, il y a eu une conférence ALPS avec beaucoup de chercheurs du monde entier qui sont venus pour parler de leur recherche sur les thérapies assistées par psychédéliques. J'ai parlé avec 2-3 personnes et il y avait des gens qui disaient que oui, aujourd'hui, les pharmas sont en train d'essayer de créer des, des psychédéliques qui n'ont plus d'effets psychotropes, enfin plus d'effets visuels, dans le but clairement de les donner journalièrement comme un antidépresseur à la personne pour l'aider à continuer à travailler. Mais c'est toujours la même chose, c'est que un antidépresseur, ça peut aider. Je ne dis pas le contraire, ça peut aider, soutenir. Moi, j'en ai pris pendant 12 ans, ça m'a soutenu, mais ça ne soigne pas. Alors qu'un psychédélique suivi donc, avec un psychiatre, avec une intégration, il y a des résultats où la personne, elle se soigne. Donc, dernièrement, j'ai parlé à un psychiatre, il me disait, mais quand un patient il a une blessure ouverte, quand on lui donne un antidépresseur, c'est comme un pansement. On lui met un pansement dessus. Alors qu'un psychédélique, il va aller lui soigner sa blessure qui est sous ce pansement-là. Et c'est vraiment la différence. Mais aujourd'hui, les pharma sont en train de voir pour pouvoir breveter des psychédéliques, pour pouvoir les vendre forcément à des prix hallucinants, sûrement. Parce qu'aujourd'hui, le LSD en Suisse est déjà cher. Il a été breveté en Suisse, entre autres, par Albert Hoffman. Mais ils sont tombés dans le domaine public aujourd'hui. Donc ça ne vaut plus rien. Mais ils sont en train de trouver un moyen pour se faire de l'argent dessus. Il y a cette... déjà une question par rapport par exemple à la psilocybine. Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'il existe, j'imagine que oui, de la psilocybine de synthèse où il faut l'élément naturel, il faut des champignons. Comment est-ce qu'elle est donnée par exemple dans un hôpital universitaire? Oui, c'est synthétique. Oui, c'est donc le LSD ainsi que les champignons, la psilocybine, ça a été synthétisé par Albert Hoffman, les deux. Donc, ils peuvent pas. On est obligé. Enfin, ils sont obligés dans un cadre médicalisé, en fait, de savoir exactement le nombre de milligrammes qui est donné de la substance. Donc, ils n'ont pas la possibilité de donner des champignons qu'on pourrait trouver dans le Jura, hein, tout simplement, parce qu'ils savent pas exactement le nombre de psilocybine à l'intérieur pour réduire les risques, tout simplement. Mmh. Et donc, l'effet thérapeutique des psychédéliques, pour toi, selon ce que tu sembles dire, et pour bien d'autres, vient avec le voyage, le trip qui est fait, aussi en plus de la molécule qui peut avoir un effet direct sur... Mais j'entends, c'est le voyage lui-même qui permet de découvrir des choses sur soi. J'entends la fenêtre dont tu as parlé dans les nuages, ça a été une révélation. C'était un élément visuel qui est venu. Et d'ailleurs, quand tu as dit, on cherche à éliminer les éléments visuels, mais j'ai envie de dire que les psychédéliques, c'est bien plus que du visuel. C'est aussi du corporel, c'est aussi du ressenti, c'est aussi... Voilà. Si on enlève tout ça, est-ce qu'on peut encore parler d'expérience psychédélique ou est-ce qu'on peut imaginer un médicament dont on aurait retiré...
un médicament, en tout cas un Ouais. psychédélique, dont on aurait retiré tous les effets psychédéliques pour n'en garder quel effet thérapeutique Mhm. pur comme un antidépresseur. Est-ce que c'est imaginable? Bah, je pense que c'est réalisable, mais peut-être qu'ils vont pouvoir prouver que ça refait des dendrites dans le cerveau ou je ne sais quoi, qui pourrait aider des personnes typiquement en dépression. Mais c'est sûr que pour moi, en tant que patient, c'est tout. Le suivi thérapeutique, la prise de la substance et puis ce que je vis dans ce voyage-là et comment je l'intègre tous les jours et comment je reviens dessus aussi. Parce que ce qui est important, on n'en parle pas assez, c'est que les patients, une fois qu'ils ont fait leur voyage et puis ils ont reparlé avec leur psychiatre dans les jours qui suivent, en fait, c'est important qu'ils l'écrivent, qu'ils en parlent, qu'ils en discutent, qu'ils s'enregistrent pour se souvenir de ce voyage-là. Parce qu'ils ne le font pas dans les jours qui suivent, ils vont l'oublier. Donc, c'est important. On dit toujours, bah, c'est pour ça qu'il y a les cercles aussi de parole, de pouvoir en reparler, rediscuter, etc. Pour garder en fait ce vécu et ce chemin ouvert. Et puis, il y a pas mal de gens, des patients typiquement, qui racontent tout simplement qu'ils ont pu revisiter pendant leur voyage psychédélique leur trauma, et pour le comprendre en fait. Donc, je ne verrai pas une substance où il n'y a plus de voyage, comment ils vont pouvoir comprendre leur trauma en fait. Mhm. Ça, j'ai un peu de peine. J'ai toujours eu de la peine à comprendre ce désir, enfin de la peine à comprendre, on comprend très bien qu'il y a un incitatif financier de contrôle de la molécule, mais de vouloir réduire simplement à une simple molécule qui aurait des effets antidépresseurs, tout l'effet... tout le spectre possible qu'offre le psychédélique justement au niveau des sensations, c'est-à-dire visuel, intérieur, cette visite intérieure de soi, des fois sans faux semblant, où on est mis devant des réalités, enfin, des fois ça peut être, enfin, ça fait partie de l'expérience. Et puis vouloir la séparer de ça, vouloir sortir la molécule qui va permettre de sortir d'une dépression, puis en faire un nouvel antidépresseur, je comprends même pas le concept sorti. Si on enlève les limites financiers, je comprends pas pourquoi il y a un effort là-dedans. Mais j'ai tout récemment, la semaine passée, j'étais à Liège où je suis allé interviewer des chercheurs du Coma Science Group. Okay. De Liège, qui est connu mondialement pour faire des recherches sur le coma. Et là, il y a quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi la recherche là-dedans était importante à ses yeux, puis aux yeux de la recherche en général. C'est-à-dire que quand on a un patient qui est dans le coma, végétatif et tout ça, on ne peut pas lui imposer une prise de LSD. Mais on aimerait pouvoir leur donner des antidépresseurs parce qu'il y en a qui peuvent communiquer avec des clignements d'yeux ou des choses comme ça et qui peuvent parler de leur état et qui peuvent dire comment ils se sentent. Hein. Mais c'est jamais... C'est pas jamais, mais souvent c'est pas assez clair pour prendre des décisions aussi graves que donner un psychédélique. Et ils aimeraient pouvoir les sortir d'états dépressifs, on peut comprendre, qui vivent des états dépressifs dans un état comme ça, sans devoir leur imposer un trip qui pourrait être terrible. Et donc c'est une des justifications qui était donnée pour continuer la recherche dans ce sens-là. Ouais, je comprends. Enfin. Je comprends. En fait, ils veulent réduire. Ce qui est dit, en tout cas, donné comme information, c'est réduire les risques, en fait. Ils veulent réduire les risques au maximum. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais voyage. En fait, quand c'est dans un cadre sécurisé, avec des personnes compétentes, formées, etc., il n'y a pas de mauvais voyage. On peut le vivre très mauvais sur le moment, mais peut-être c'est parce qu'on a revisité des choses, tout simplement, de ses propres traumas. Donc pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Les bons voyages peuvent apporter énormément, les voyages plus durs aussi. Donc, pas de voyage. À mes yeux personnels, en tant qu'ancien patient, je ne me serais pas soigné sans visuel, sans ressenti, sans corporel. Est-ce que tu te sens au niveau personnel, mais plutôt au niveau de l'association, vous vous sentez proche du combat de Decriminalize Nature qui cherche, il y a une antenne d'ailleurs en France,
qui cherchent justement à décriminaliser la nature, comme leur nom l'indique, en essayant de faire accepter les éléments psychédéliques qu'on trouve naturellement dans la nature, les champignons pour beaucoup d'entre eux, comme étant une ressource utilisable par des thérapeutes, en tout cas, voire même par le public en général, et qu'on on voudrait que ça sorte du cadre criminel, qu'on ait le droit d'utiliser des champignons et de faire nos expériences nous-mêmes. Qu'en pense, du point de vue de l'association, c'est cette démarche politique? Bon, l'association, aujourd'hui, c'est une association de patients donc, qui ont des autorisations de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Donc, elle ne va pas se positionner sur ce genre de questions. Aujourd'hui, il existe déjà la possibilité d'avoir des molécules synthétiques qui sont données aux patients qui ont des autorisations. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'accessibilité, que ça soit plus flexible, en fait. Mais on s'y est pas intéressé, on n'en a pas discuté directement sur la possibilité qu'on promouvoie une autre association. Nous c'est vraiment pour les thérapies assistées par psychédéliques uniquement, sur les patients actuels ou futurs ou anciens patients pour les aider dans leur processus de guérison. Et ça s'arrête là. Est-ce que on dit que la Suisse est assez en avance, un des pays les plus en avance dans ce type de recherche médicale. Est-ce que pour autant il y a quand même d'autres pays qui sont bien en avance? Je pense à la Hollande évidemment, ou aux États-Unis, certains États, sur lesquels on pourrait prendre exemple, hein. Où on est vraiment au top et puis... Non. Bon, on est au top parce qu'aujourd'hui, il y a des autorisations qui sont données en Suisse. Maintenant, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a cette possibilité de prendre de la psilocybine dans un cadre sécurisé. Mais ce que j'ai entendu justement sur ces cadres sécurisés, c'est qu'il n'y avait pas d'intégration, il n'y avait pas de thérapeute en fait. C'est juste un endroit, on peut, comme un coffee shop, on va, on prend sa substance, on fait son voyage, et puis il y a juste un accompagnateur qui est là, et on repart chez soi après. Mais je trouvais plutôt intéressant le fait que ça soit accessible, en tout cas à des personnes, pour aller se soigner dans un cadre thérapeutique. Mais ça me fait penser un peu au coffee shop, pour finir. Est-ce que c'est pour prendre un trip, ou alors c'est des personnes, je me demandais, est-ce que c'est des personnes qui en ont besoin, qui vont aller prendre les champignons? Donc je trouvais intéressant. Puis je vois qu'il y a encore une histoire de business là derrière, où c'est extrêmement cher en fait. On parle de $1000 pour sa séance de psilocybine, où il y a un accompagnateur, où la personne elle paye sa substance, puis elle est surveillée pendant 5-6 heures. Je trouve énorme. Et puis les gens qui ont besoin, aux États-Unis, typiquement, ils n'y auront pas accès parce qu'ils n'ont ou pas d'assurance, ou de deux, c'est pas couvert par les assurances, ou de trois, c'est encore destiné à une élite, entre guillemets. Et en plus, il n'y a pas de cadre thérapeutique derrière parce que c'est autorisé de prendre la substance dans un lieu spécifique sans accompagnateur psychiatrique, quoi. Enfin, thérapeute, je veux dire. Bon, c'est pas encore les $100 000 du lac de Zurich, hein. Oui, non. Absolument. Oui. Quel autre pays? Non, la Suisse, on est vraiment en avance, en tout cas pour les patients, c'est énorme. Donc, je sais qu'il y a l'Angleterre qui fait énormément de recherches, il y a beaucoup de résultats. La France commence petit à petit aujourd'hui à ouvrir des recherches à l'hôpital Sainte-Hélène à Paris sur la dépression, typiquement, avec la psilocybine. J'ai entendu qu'il y avait quelque chose qui allait se faire aussi à Nice, si je ne me trompe pas. Aussi, mais là, c'est addictologie, avec tout ce qui est addiction, avec la psilocybine aussi. J'ai entendu... enfin, toutes les recherches qui sont faites, en tout cas en Suisse, on ne peut pas être jaloux, je dirais, nos voisins. C'est sûr, c'est plutôt le contraire. Avec cette question, j'aimerais revenir un petit peu sur la question des sitters là, qui sont formés. Ces sitters, c'est pas des professionnels dans le milieu thérapeutique. Je vais exagérer en disant ça, évidemment, mais n'importe qui peut devenir sitter s'il a une formation, ou on demande ça à des médecins ou à des psychologues ou à des... Alors, ce qui est ouvert aujourd'hui...
Non, la plupart des citeurs que moi j'ai pu rencontrer chez mon psychiatre, c'était des psychologues ou des thérapeutes. Maintenant, la formation qui est donnée dans le centre, c'est ouvert aux psychiatres, aux psychologues, et c'est les prioritaires aujourd'hui à former pour qu'ils puissent faire bénéficier leurs patients. Mais il y a aussi des thérapeutes. Et puis aujourd'hui, on a ouvert aux proches aidants aussi, justement. Pas aux proches aidants, excusez-moi, aux pères aidants. Donc typiquement, les personnes qui étaient des patients, anciens patients des thérapies assistées par psychédéliques, peuvent postuler pour être formés justement par la fondation. Mhm. Mhm. Et le but à terme, c'est donc d'avoir assez de citeurs formés Mhm. pour que les psychiatres n'aient pas forcément besoin d'une formation, mais puissent s'accompagner de citeurs pour pouvoir donner des psychédéliques sans avoir tout le poids de la responsabilité du suivi sur eux. Non, non. Alors, le psychiatre reste le responsable. En fait, le médecin reste le responsable parce que c'est lui qui donne la molécule. Donc, on n'est pas obligatoirement psychiatre pour avoir le droit de prescrire des psychédéliques. Sauf que l'OFSP ne donnera jamais une autorisation à un médecin. Mais dans la loi, un médecin généraliste pourrait prescrire des psychédéliques. Après, il doit faire une demande d'autorisation à l'OFSP, mais elle risque de lui refuser parce qu'elle doit prouver qu'elle a une formation. Mais il n'y a pas de formation en Suisse. Ce qui a été fait, ça a été fait en Suisse alémanique pour un petit groupe de personnes, de psychiatres, et puis ça n'a pas été reconduit. Donc aujourd'hui, le but du centre qui a été créé, qui est maintenant complètement sorti de l'association, c'est de former des psychiatres en premier lieu, des citeurs qui pourront les aider justement pour baisser les coûts. Donc, typiquement, un psychiatre pourra avoir 8 à 10 patients avec 2 citeurs supplémentaires ou 3 citeurs supplémentaires pour faire une thérapie aux patients. Et ce qui va accélérer en fait la prise en charge des patients. Parce qu'aujourd'hui, si on prend les HUG, la dernière fois que j'ai eu une patiente, on m'a dit que c'était 1 an d'attente. 1 an d'attente de délai avant de pouvoir prendre sa prise de psychédélique. Tu dis la dernière fois que j'ai eu une patiente parce que Ouais. toi, tu es citeur du coup, Non, moi je suis en formation. en formation. Du tout. Non, que j'ai rencontré une patiente au sein de l'association. D'accord, Voilà, d'accord. pardon. Ok. Il y a toujours cette question du dialogue avec les assurances. Est-ce que vous faites des démarches au niveau des assurances au sein de votre association? Parce que c'est toujours le problème que normalement pour une assurance, un acte thérapeutique doit durer un certain temps, en général 45 minutes, 1 heure, voire. Et puis au-delà d'un certain point, on ne rembourse plus. Et qu'une séance sous psychédélique prend... alors la kétamine, c'est peut-être le plus rapide, mais ça prend souvent quelques heures. Hein. Comment est-ce qu'on peut résoudre... Alors il y a les citeurs qui sont là pour alléger les coûts, mais est-ce que vous faites voilà, de l'information, essayer d'approcher les assureurs dans ce sens-là? Pas encore. Pas encore, on n'approche pas les assurances parce que le seul moyen, en fait, nous, ce qu'on aimerait, effectivement, dans la prochaine Assemblée générale pour 2026, en juin, normalement, on va la faire. On veut discuter justement pour trouver des fonds pour pouvoir faire une recherche typiquement sur comment dire, sur les coûts et bénéfices d'une personne soignée, en fait. Parce que c'est que par ce biais-là, ou si on arrive à montrer qu'une personne peut se réinsérer socialement, recommencer à travailler dans la société, et pour quel coût, contrairement à rester en dépression sous antidépresseurs et coupé de la société, et puis seul chez eux. Si on arrive à faire ce type de recherche, c'est ça, ce qui sera vu après par les assurances, mais pas avant. Donc il faut vraiment qu'on vienne avec quelque chose qui a été fait, un papier justement sur les personnes dépressives qui ont pris des psychédéliques, le coût qu'il y a eu, les résultats, et puis d'autres personnes qui n'ont pas pris de thérapie assistée par psychédélique, et puis sont toujours sous antidépresseurs avec les gains pour la société ou le contraire, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on pourra faire levier après avec les politiques, les assurances, etc., mais pas avant. Bon, on peut bien imaginer que quelqu'un qui est en thérapie pendant 12 ans avec des antidépresseurs
peut coûter Ah beaucoup oui, plus cher bien sûr, que même une, bien sûr. je sais pas, une année de thérapie psychédélique. Mmh. Ouais, mais tant que les psychédéliques sont pas considérés comme des médicaments, Ouais, les assurances, elles peuvent pas, faire les remboursements ouais. et puis tant qu'on leur donne pas la preuve que payer, 7 heures un psychiatre, pour, un patient et puis peut-être, à bout de 2 ou 5 séances ou 10 séances, cette personne, elle peut se réinsérer, retravailler et avoir une vie normale. Quel est le coût? Et puis quel est le coût, de la personne qui est restée 12 ans, sous antidépresseurs, qui a eu des arrêts maladie, qui, qui était mal, en fait, hein. Je pense que, la vision des assurances, c'est quand même, les coûts. Enfin, les coûts, les bénéfices et les coûts et puis, dire: «OK, bah, le jour où on peut prouver que c'est rentable pour eux, ben, là, à ce moment-là, peut-être ils vont dire: "OK, bon, bah, on va être d'accord de rembourser ce type-là", parce que ça va leur faire baisser les coûts, d'antidépresseurs et de personnes en arrêt, de travail. Mhm, mhm, Et là, les politiques suivront aussi, et cetera, et cetera. mhm. D'abord, il faut faire cette recherche. Ce sera intéressant de voir si les assureurs commencent à en parler entre eux, parce que ça peut les intéresser, Oui. du coup, vraiment. Ça peut Bien même sûr, bien venir sûr. d'eux. Mais peut-être qu'on va chercher les finances, chez eux, effectivement, hein. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il faut faire une recherche, effectivement, sur les gains pour la société. ouais, ouais. Parce qu'on ne prend pas, les résultats sur le bien-être des gens, mais malheureusement, sur les chiffres, en fait, sur les arrêts, les chiffres et les résultats. Mhm, Donc, mhm. bah, il faut faire la même chose. Il faut donner, des chiffres et des résultats pour, qu'ils puissent, commencer à changer d'avis. Ouais, ouais. Alors maintenant, je voulais aborder un, un versant un peu plus philosophique et plus personnel. Donc, Mhm. à partir de maintenant, tu ne parles plus peut-être au nom de l'association, Mhm. mais plus personnellement. Euh, est-ce que les psychédéliques, selon toi, ouvrent à une perception plus large d'une réalité ou, ou ce sont des formes d'hallucination, de rêve qui parlent à notre réalité? Alors pour moi, personnellement, ça m'a ouvert la conscience, ça ouvre la conscience à plus grand que soi, enfin rentrer dans quelque chose de plus dans la spiritualité, sans nommer une religion ou quoi que ce soit, mais disons que moi, personnellement, ça m'a apporté une ouverture, justement, où me dire, ok, de ce que j'ai pu vivre dans ces voyages-là, c'est vrai, c'est OK, je les accepte, c'est ma réalité, c'est ma vérité, je veux l'imposer à personne. Et de ce que j'ai compris, en fait, hein, c'est que je devais vivre ma vie qui était ici et en profiter et puis que tout allait bien aller, en fait. Et ça, c'est grâce aux psychédéliques. Avant, j'avais pas de spiritualité, j'étais non baptisé, non croyant, athée. La religion, pour moi, ne m'a jamais intéressé. Trop de dogmes, trop de choses que je trouvais anormales. Pourquoi autant de souffrance dans le monde? Pourquoi des enfants qui meurent de faim à l'étranger? Pourquoi des guerres? Pourquoi le capitalisme? Etc. etc. Et je portais tout ce poids du monde, entre guillemets, quand j'étais en dépression aussi. Et puis aujourd'hui, avec les psychédéliques, je suis un peu plus en paix. On va dire, ça ne veut pas dire que j'accepte ce qui se passe dans le monde, mais je me dis que effectivement, c'est une étape peut-être que les gens doivent vivre. J'ai la chance de vivre cette vie-là, en fait, et puis euh, tout va bien aller dans le sens, ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, m'amène à que peut-être les personnes, malheureusement, qui sont à l'étranger, qui vivent des horreurs, ben, c'est nous, c'est moi, en fait, et puis eux sont moi aussi. Donc on est tous reliés, donc on se fait du mal à nous-mêmes, ou alors du bien à nous-mêmes. Donc je me suis ouvert là-dessus, et je suis OK, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est de dire, je ne cherche pas à partir à nouveau dans ces états forcément, à me dire, ouais, j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que les autres personnes font les mêmes voyages que moi. J'en ai pas le besoin, en tout cas le désir. Et ce que j'en ressors, c'est OK, bah, vis ta vie ici, sois content, et puis à la fin, de toute façon, tu recommences ou tu fais ce que tu veux, mais c'est toi qui as décidé de vivre cette vie, donc vis-la, quoi. Et cherche pas d'aller ailleurs. Et voilà. Euh, Est-ce que tu penses que
on parle de santé physique, on parle de santé mentale, psychique. Est-ce que on laisse dans notre société de côté la santé spirituelle? Et avant, tu parlais de cette ouverture spirituelle, mais tu as dit c'est pas forcément religieux d'ailleurs. Il y a pas du tout. On peut être spirituel sans être religieux. Mhm. Il y a d'ailleurs parfois une confusion, hein. Quand on Mhm. parle de spiritualité, parfois les gens disent: «Ah mais moi j'ai pas de religion». Heu, Ça a à peu près presque, j'ai envie de dire, rien à voir. Mhm. D'ailleurs, on peut même être très religieux sans être spirituel. Mhm. C'est Mhm. bien la preuve. Ouais. Heu, Est-ce qu'il manque cet aspect-là? Est-ce qu'on l'a caché sous le boisseau? Est-ce on refuse de le voir? Est-ce que c'est une dimension, qu'il faudrait intégrer à une approche médicale au sens, large du terme? Mhm. Alors, la spiritualité m'a aidé pour moi, pour ma part, dans mes voyages et je pense que laisser en tout cas l'ouverture possible, c'est important. Ça veut dire que moi, typiquement, dans mes thérapies avec mon psychiatre, quand on était en cercle, au centre, il préparait un hôtel avec les éléments, juste avec les éléments, avec l'eau, des bougies, le feu, une plume pour représenter le vent, la terre avec une fleur et juste, laisser la possibilité, en tout cas, cette ouverture-là, sans forcément la nommer. Je pense que la personne peut, tout d'un coup se dire: «Ah mais c'est les 4 éléments», et puis trouver quelque chose, à l'intérieur. Ça peut être aussi, des poésies qui ont été, dites, quand on avait pris la substance, juste, avant de partir en voyage, qui parlaient pas directement, d'une religion proprement dit, mais qui ouvraient sur, plus grand que soi, et je pense que c'est important. C'est aussi important l'inverse pour les personnes qui ont besoin d'un cadre, médicalisé. Typiquement, il y a des personnes qui ont le besoin, de se sentir en sécurité. Pour eux, la sécurité, c'est un hôpital, une salle blanche, quelque chose, de plus, neutre. Donc, il faut en tout cas offrir aux patients le choix et qu'ils puissent choisir. OK, j'aimerais faire quelque chose, plutôt dans un cadre avec, un accès à la nature ou alors j'ai besoin de faire ça plutôt dans un cadre plus médicalisé parce que, je vais me sentir en sécurité. Mais pour moi, personnellement, oui, il faut, un cadre, avec un accès à la nature, avec, une ouverture, d'esprit, avec, sur la spiritualité. Parce qu'on sait très bien, en tout cas de ce que qu'on a pu me raconter, les alcooliques, anonymes, typiquement, les personnes qui sortent de l'alcoolisme, 80 des personnes qui ont arrêté l'alcool, ils sont tournés sur une forme de spiritualité. Donc il y a une cause, à un moment donné, il y a un résultat. Quand on trouve un sens à sa vie, quand on trouve une compréhension à la douleur qu'on a vécue, etc., je pense que ça peut aider la personne à accepter, à aller mieux, à comprendre. Je pense que c'est important. Ouais. Quelle est ta compréhension? Alors là, on va explorer un peu plus des concepts, hein. Quelle est ta vision de la réalité qui nous entoure et de la conscience? Est-ce que la conscience est individuelle dans le cerveau de chacun, ou est-ce qu'il y a une conscience plus étendue Mhm. qu'on visite peut-être avec les psychédéliques? Et qu'est-ce que la réalité qui nous entoure? Je rappelle juste qu'à côté d'ici, il y a le CERN et Mhm. qu'on essaye de découvrir ce que c'est que la matière et on n'a toujours pas compris. Ouais. Alors, pour moi, ce que les voyages m'ont apporté, c'est c'est qu'on est tous, reliés les uns aux autres. En fait, on est, une énergie, une intelligence, une énergie, je sais pas comment on peut la nommer, mais, quand j'étais dans le tout, ben, il y avait plus d'autres et dans un de ces voyages justement, quand j'étais dans ce tout, dans un magma, je me suis posé la question à un moment donné, ce qu'était l'humain? Et puis j'ai eu une bulle en moi et j'ai vu, l'univers se créer, les galaxies, la Terre et là, tout d'un coup, je me suis rappelé qu'il y avait mes enfants et je me suis dit: «Mais il faut que j'aille retourner voir mes enfants», en fait et j'avais peur. Je me disais: «Mais comment je vais retourner voir mes enfants?» Et puis j'ai une voix qui me disait: «Mais tes enfants, c'est toi». Et puis, je me disais: «Mais oui, mes enfants, c'est moi et moi, je suis eux». Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, on n'est pas seul parce que j'avais très peur d'être, abandonné, d'être seul et cetera, dû à mes traumas et puis, je me suis dit: «En fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'il y a pas deux. Il faut être deux
pour être seul. Et en fait, on est tout. Et cette compréhension-là a été faite avec les psychédéliques. J'ai eu aussi, lors d'un voyage, une discussion avec les éléments, justement. On discutait avec les éléments. Et puis, je leur demandais pourquoi on devait souffrir. Et puis, ils me disaient, mais en fait, nous, on ne peut pas ressentir les émotions. Les éléments, ils disaient ça. Et vu que dans ma croyance et puis dans ce que j'entends aussi, on est de la poussière d'étoiles, je me suis dit, mais il me disait, ben, nous, les éléments, on ne peut pas ressentir, mais vous pouvez ressentir. Vous avez la chance de ressentir. Et ça prenait son sens. Et en fait, qu'on souffre ou qu'on ait de l'amour ou de la douleur, on ressent. Et tout ce qu'on ressent et toutes ces émotions, on va pouvoir les redistribuer à l'univers à nouveau. Et ça prenait un sens. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai plus peur de la mort, j'ai plus d'angoisse, parce que ça prenait un sens, en fait. Où, qu'on ressente alors mieux vaut qu'on ressente de l'amour et du bien-être, mais qu'on ressente de la douleur ou pas, on peut ressentir, on peut vivre et ressentir ces choses-là. Et c'est ce genre de spiritualité, en tout cas, que moi, les psychédéliques m'ont apporté. Ou pour la compréhension de la vie, c'est ma réalité, ma compréhension, et puis comment je la vis tous les jours. Je vis ma vie et j'en profite. Et puis, j'essaye pas de retourner dans les poussières d'étoiles aujourd'hui. Et puis, quand je retournerai, je redistribuerai toutes mes émotions et tout ce que j'ai vécu. Voilà. Quel serait ton message pour les personnes qui souffrent aujourd'hui de dépression ou autre et qui voient dans les psychédéliques un espoir? Mhm. Alors, ça fonctionne pas pour tout le monde. Donc ça, je veux quand même prévenir parce que souvent, il y a des attentes. Les gens, ils ont des attentes parce qu'ils entendent des témoignages tels que les miens. Ils voient des reportages. Ça fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne pas dès la première prise, forcément. Peut-être qu'il faut trouver un psychiatre et faire ça sur plusieurs années. Euh, mais moi qui ai pu prendre des antidépresseurs, pour moi, ça m'a aidé. Ça a fonctionné. Chaque fois que j'ai fait une prise, c'était 10 ans de thérapie de bon, en fait, en avant. Aujourd'hui, si j'avais pas fait ces thérapies avec les psychédéliques, je serais encore sous antidépresseurs, encore avec des crises d'angoisse, encore avec de l'anxiété et encore en train de voir une personne chaque semaine. Donc pour moi, ça a fonctionné. Euh, Peut-être ça fonctionne pas pour tout le monde, mais je pense que ça peut aider énormément de gens. Voilà. Mhm. Peut-être un mot de la fin, un message que tu aimerais faire passer. Et puis, en plus de cela, si on veut soutenir ton association, comment est-ce qu'on peut le faire et puis où est-ce qu'on la trouve? Alors, notre association, l'association Psychodélos, on la trouve sur Internet. Tapez psychodélos.ch ou sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver aussi. Là, il y a une page pour devenir membre ou tout simplement vous pouvez adhérer. Le mot de la fin, je réfléchis. Le mot de la fin, c'est faites attention, comme vous faites, comment vous prenez vos psychédéliques. Hein. Typiquement, faites-le dans un cadre sécure, avec des personnes de confiance, avec son psychiatre, son thérapeute. Faites-le pas seul, chez vous. C'est comme ça que les accidents, ils arrivent, en fait. Et puis, ça serait dommage quand même que vous fassiez du mal. Et puis que ça soit repris après, typiquement dans les médias, qu'une personne a pris des psychédéliques seule et a fait des traumas ou s'est cassé une jambe. Si c'est cassé qu'une jambe, on va dire. Mais c'est vraiment, ça serait dommage que les personnes qui en ont vraiment besoin pour ces thérapies n'y aient plus accès un jour, parce qu'il y a des personnes qui l'ont mal fait, en fait, dans un mauvais cadre, dans un mauvais setting, et puis par méconnaissance, en fait. Donc, faites attention. Et puis, pour les personnes qui le font, faites-le toujours avec des personnes de confiance et puis qui ne prennent pas la substance en même temps que vous. Donc, je parle là pour l'underground. Et puis, autrement, pour les cadres thérapeutiques, en fait, faites confiance à votre psychiatre et puis vos thérapeutes. Mhm, Voilà. mhm. Ouais, d'ailleurs, il y a
C'est pour ça qu'une partie de l'association essaie de travailler sur cette notion de, des abus qui pourraient qui pourraient arriver dans le cadre des prises de psychédéliques, Oui. parce que ça permet justement de redistribuer les responsabilités éventuelles dans un cas difficile, et que s'il y a cette distance qu'on peut prendre et qu'on peut analyser ce qui s'est passé, ça évite de tomber dans la diabolisation, parce qu'il peut toujours arriver un accident, d'ailleurs même avec un psychiatre, il peut arriver un accident. Bien sûr. Et puis quelqu'un qui vit très mal la chose et qui fait un accident après, on va peut-être remettre ça sur le dos. Et donc ça pourrait gâcher des années de travail et d'efforts pour essayer d'apporter un bien-être à des tas de personnes en souffrance. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. En tout cas, merci infiniment d'avoir partagé ton témoignage, ton savoir et tout ce que tu as pu apporter et vous pouvez apporter au travers de l'association que vous avez créée pour les patients. Merci infiniment. Merci.